Le coup le plus rusé que le diable ait jamais réussi, ça a été de faire croire à tout le monde qu'il n'existait pas. Franc-maçonnerie et schizophrénie. Dr Jekyll et Mr Hyde. Par Alexandre Le Breton. Cet article a été rédigé à partir du livre MK. Avertissement. Ce qui suit contient de graves allégations concernant des francs-maçons. Cela reste des présomptions reposant sur des témoignages n'ayant pas fait l'objet d'enquêtes judiciaires. Il n'est pas question ici d'accuser globalement toute la franc-maçonnerie de perpétrer des rituels sadiques et violents. Il est probable que certains maçons opèrent sans le consentement de la majorité des membres de la loge. Le culte du secret, sur lequel repose la franc-maçonnerie, pose un problème, voire un danger pour elle-même, car il lui est impossible de certifier que ce genre de pratique rituelle pédosatanique n'existe pas dans certaines arrière-loges. Le cloisonnement strict de cette hiérarchie pyramidale fait que les initiés progressent à l'aveugle dans cette vaste secte et ses diverses ramifications. Le mot schizophrénie provient du grec schizon, fendre, et phrène, esprit, littéralement esprit fendu, la fragmentation de l'esprit, la dualité. Comme nous allons le voir, plusieurs choses permettent de relier la secte maçonnique à la schizophrénie, qu'elle a elle-même étudiée de près, comme nous allons le voir, et à la notion de dualité, à commencer par le symbole fort des loges, le pavé mosaïque en carreaux noirs et blancs, sur lequel les initiés prêtent serment. Le choc des contraires, le multiple et l'un, le bien et le mal interpénétrés et inséparables. La franc-maçonnerie est double. Elle possède deux natures en une seule. Les francs-maçons le disent eux-mêmes. Tout ce qu'ils accomplissent en loge possède un double sens. Les rituels ont une signification autre que celle qu'ils auraient dans le monde profane, c'est-à-dire le monde des non-initiés. Le vénérable maître frappe un coup de maillet en début de loge et déclare « Nous ne sommes plus dans le monde profane ». Sous-entendu, nous sommes maintenant dans le monde sacré. Le vénérable maître pense ainsi sanctifier l'espace et le temps. En loge, le sens profond des actes et des paroles est caché. Tout est différent, tout est fractionné, et les mots n'ont plus le même sens. Même les âges, les heures et les dates diffèrent. Les individus fraîchement initiés ne peuvent percevoir et comprendre la nature profonde du culte auquel ils ont déjà pourtant prêté serment et allégeance. Concernant ce secret maçonnique, véritable millefeuille, contenu dans un double langage symbolique que le jeune frère initié ne peut comprendre, le célèbre maçon Albert Pike écrit dans Morals and Dogma « Comme toutes les religions, tous les mystères, l'hermétisme et l'alchimie, la franc-maçonnerie ne révèle ses secrets à personne sinon aux adeptes, aux sages et aux élus. Elle a recours à de fausses explications pour interpréter ces symboles, pour induire en erreur ceux qui méritent d'être induits en erreur, pour leur cacher la vérité, qu'elle appelle la lumière, et ainsi les en écarter. La franc-maçonnerie cache jalousement ses secrets et induit intentionnellement en erreur ses interprètes prétentieux. Attardons-nous sur l'aspect double de la secte maçonnique, et comme nous le verrons plus loin, un aspect schizophrénique à la Dr Jekyll et Mr Hyde. Le célèbre franc-maçon Albert Mackay a affirmé que la franc-maçonnerie moderne est le résultat d'une fusion entre une forme de maçonnerie corrompue et noire, pratiquant les rituels initiatiques traumatiques issus des pratiques antiques païennes, et une forme pure qui impliquait la croyance en un Dieu unique et dans l'immortalité de l'âme. Il affirme que cela confère à cette institution secrète un côté à la fois lumineux et à la fois obscur. Il définit ce côté obscur, cette forme de maçonnerie parasitée, comme une sorte de maçonnerie noire aux pratiques initiatiques terrifiantes et traumatisantes, qui utilise la représentation symbolique de la descente mythique dans l'Hadès, la tombe ou l'enfer, pour ensuite revenir à la lumière du jour, la renaissance initiatique. L'expérience de mort imminente, avec une sortie astrale, étant l'ultime rituel initiatique, la résurrection. Il existe dans la franc-maçonnerie deux faces, dont l'une ignore l'existence de l'autre, ce qui peut être traduit par « les gentils ne connaissent pas les méchants, mais les méchants connaissent les gentils ». Un schéma que l'on peut retrouver dans un système interne de troubles dissociatifs de l'identité, lorsque la personnalité altère méchante, Mr Hyde,
a parfaitement connaissance de l'existence de la personnalité altère gentille, Dr. Jekyll, tandis que celle-ci est totalement amnésique concernant les faits et gestes de la première. La personnalité altère gentille étant la façade publique, visible et bienveillante, le sommet éclairé d'un iceberg contenant tout un monde intérieur occulte et invisible. L'auteur franc-maçon Manly P. Hall a clairement décrit ces deux aspects bien distincts de l'organisation maçonnique. Il écrit « La franc-maçonnerie est une fraternité cachée dans une autre fraternité, une organisation visible cachant une fraternité invisible des élus. Il est nécessaire d'établir l'existence de ces deux ordres séparés et pourtant interdépendants, l'invisible et l'autre invisible. L'organisation visible est une splendide camaraderie composée d'hommes libres et égaux, qui se consacrent à des projets éthiques, éducationnels, fraternels, patriotiques et humanitaires. L'organisation invisible est une fraternité secrète, des plus augustes, majestueuse de dignité et de grandeur, dont les membres sont consacrés au service d'un mystérieux arcanum arcandrum, c'est-à-dire d'un mystère caché. Comprenez que les mystères cachés ne peuvent être révélés d'emblée aux jeunes initiés, qui fuiraient alors la secte et ses doctrines en courant. Le culte phallique, par exemple, n'est pas recevable d'emblée pour le quidam venant de se faire introniser en loge. Ces mystères sont infusés petit à petit dans l'âme du prétendant à l'illumination, une infusion maçonnique faisant au fur et à mesure le tri dans les âmes aptes à accéder et assumer à la réalité luciférienne de leur loge. Notons également la grande schizophrénie spirituelle de la franc-maçonnerie. Une situation extrêmement paradoxale où elle prône d'un côté la laïcité, voire même l'athéisme et le matérialisme dans le monde profane, et d'un autre côté pratique elle-même dans ses coulisses l'occultisme le plus avancé. La franc-maçonnerie déclare publiquement que toute religion est aliénante, mais fonctionne elle-même avec des rites, des rituels, des cérémonies, une croyance commune notamment dans le Gadlu, grand architecte de l'univers. Elle a ses adeptes. N'est-elle pas une religion ? C'est la religion de la République, selon les propres termes du franc-maçon Oswald Wurth. Comme noté plus haut, Albert Mackay affirme que la franc-maçonnerie a à la fois un aspect lumineux et un aspect obscur. Elle prend racine, entre autres, dans le gnosticisme où nous retrouvons cette notion de lumière versus obscurité, une chose essentielle dans la théologie gnostique. Certains survivants d'abus rituels et de contrôle mental rapportent bien comment les bourreaux ont volontairement cultivé chez eux ce fractionnement avec une partie de leur personnalité du côté de la lumière, en assistant par exemple aux messes chrétiennes, tandis qu'une autre partie de leur personnalité subit et participe aux pratiques malsaines et traumatiques. Le côté obscur, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Nous constatons que la franc-maçonnerie possède une face pouvant être qualifiée de lumineuse, ce qu'elle aime mettre en avant dans le domaine public et profane, son grand humanisme et sa très généreuse fraternité. En effet, la philanthropie, culturelle, scientifique et humanitaire, est un des grands piliers de la secte maçonnique. C'est la franc-maçonnerie sous ses plus beaux apparats, tandis que paradoxalement, les affaires crapuleuses, voire criminelles, sont pléthores chez les francs-maçons. Voir par exemple des membres du Rotary Club, groupe crypto-maçonnique fondé et composé principalement de francs-maçons, vendre des boules de sapin de Noël dans une galerie de supermarché au profit d'enfants nécessiteux est le côté lumineux des frères, tandis que certains témoignages viennent troubler ce paisible décor en rapportant des violentes réunions sur des enfants lors de rituels, allant jusqu'au sacrifice de sang, impliquant des membres de ce même Rotary Club. Le côté obscur des frères, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Selon les nombreux témoignages, tout porte à croire que ce côté obscur de la franc-maçonnerie impliquerait du pédosatanisme, consistant à pratiquer les pires abominations sur de jeunes enfants, ce qu'on nomme les abus rituels. Les rituels servant de magie sexuelle pour les bourreaux qui font passer l'enfant par des traumatismes extrêmes servant, entre guillemets, d'initiation, c'est-à-dire provoquer de profonds états dissociatifs et ainsi déchirer son âme, fractionner sa personnalité pour le contrôler totalement. Les rituels initiatiques traumatiques visant à créer de profonds états dissociatifs sont des pratiques psychospirituelles vieilles comme le monde,
que l'on retrouve par exemple dans certaines traditions chamaniques. Le témoignage de Maud Julien rapporte cette notion d'initiation par les traumatismes visant à faire accéder l'enfant à d'autres dimensions. Elle décrit dans son livre « Derrière la grille » comment son père, un riche entrepreneur franc-maçon, lui a fait subir un conditionnement extrême visant à faire d'elle une déesse sous contrôle mental. Il l'obligeait par exemple à tenir un fil électrique en prenant des décharges pendant 10 minutes. Les chocs électriques étant un moyen très efficace pour créer les profonds états dissociatifs. Le but du père était de la rendre capable, je cite, de circuler entre les univers et d'apprendre à communiquer avec les morts. Bref, cet initié franc-maçon avait visiblement connaissance du fonctionnement du psychisme humain face aux traumatismes extrêmes et s'employait à expérimenter cela sur sa fille. Est-ce les enseignements occultes des loges maçonniques qui inspirent de tels projets pour créer, entre guillemets, des êtres supérieurs, asservis et traumatisés pour devenir des médiums connectés à d'autres dimensions? Les traumatismes extrêmes provoquent de profonds états dissociatifs qui déverrouillent spirituellement l'enfant, permettant la connexion à d'autres dimensions. Existe-t-il des abus rituels maçonniques dont le but serait en quelque sorte d'initier l'enfant, c'est-à-dire créer chez lui une illumination lors de la dissociation? Jusqu'où peut aller un initié pour recevoir la lumière? Ou bien pour la donner à quelqu'un d'autre? Pour initier un enfant, par exemple? Apprendre à souffrir et apprendre à faire souffrir fait-il partie des ténébreuses initiations? Selon l'écrivain et conférencier américain Fritz Springmeier, un des secrets des religions à mystère, en particulier le culte égyptien des mystères d'Isis, était la capacité d'utiliser les drogues, la torture et l'hypnose pour créer des personnalités multiples chez un être humain. Selon ces sources, des esclaves sexuels sous contrôle mental sont utilisés de nos jours dans les hauts degrés maçonniques et autres arrière-loges noires. Une personnalité altère dissociée peut en effet servir de prêtresse lors de certains rituels. Ces esclaves MK subissent des transes, des possessions démoniaques et toutes sortes de rituels pervers basés sur la magie sexuelle. Margaret Smith, l'auteur du livre Ritual Abuse, What It Is, Why It Happens and How to Help, elle-même survivante d'abus rituels, rapporte la présence d'une certaine philosophie gnostique derrière les sévices, mais aussi la présence de francs-maçons, d'insignes maçonniques ou de cérémonies de type maçonnique lors des rituels traumatiques. L'Australienne Christine Constance a également témoigné en 2011 avoir été victime d'abus rituels et de contrôle mental. Ses bourreaux n'étaient autres que ses propres grands-parents, fondateurs d'une loge maçonnique féminine de l'Ordre de l'Étoile orientale. Le sociologue canadien Stephen Kent a rencontré de nombreuses personnes qui ont témoigné avoir subi des abus rituels de type maçonnique, notamment des enfants de francs-maçons. Il a témoigné: dès le début de mes recherches, des gens arrivaient avec des témoignages dont certains étaient liés avec des dérives maçonniques. Certaines personnes affirmaient que leur père avait été franc-maçon et que les abus étaient liés à une loge et à ses membres. Parfois, les violences semblaient avoir eu lieu à l'intérieur même des loges maçonniques, mais je ne peux pas le dire avec certitude. Ces apparitions de la franc-maçonnerie dans un nombre assez important de témoignages m'a laissé vraiment perplexe. Voici maintenant un extrait du livre de Marshall Thomas, Monarch, The New Phoenix Program, qui fait le lien entre abus rituels, franc-maçonnerie et contrôle mental. La grande majorité des francs-maçons joignent et subissent des rituels qui semblent n'avoir aucun sens. C'est seulement lorsque l'on rentre dans les niveaux les plus élevés, le cercle dans le cercle, si vous voulez, que ce savoir secret sur ce qu'est véritablement cette organisation et ses rituels est révélé. Cette connaissance est communiquée à une sélection de quelques personnes qui atteignent le 32e degré et au-delà. Ce que sont ces rites et cette organisation reste encore à prouver. La franc-maçonnerie est l'un des points communs les plus importants reliant entre elles les victimes d'abus rituels. Ces victimes de rituels traumatiques ont souvent subi des expérimentations de type MK-Ultra dans l'enfance. Des milliers de personnes de différentes régions du pays qui n'ont jamais été en contact les unes avec les autres racontent toutes globalement la même histoire, qu'elles ont été contraintes à participer à des abus rituels comprenant des viols d'enfants et des sacrifices rituels. La cohérence de ces histoires, les liens entre abus rituels et MK-Ultra semblent au début être une fiction, mais les témoignages des victimes sont très cohérents
et la participation de francs-maçons de haut degré à ces pratiques a été répétée de nombreuses fois. Beaucoup de personnalités impliquées dans les expérimentations du MKUltra étaient des francs-maçons de haut degré, comme le docteur Sidney Gottlieb, George Estabrook, Ewen Cameron et d'autres membres de la communauté des renseignements. Les francs-maçons ont été accusés de nombreuses choses au fil des années, mais il est probable que la franc-maçonnerie ait été infiltrée par les membres de la CIA liés au MKUltra, dans un effort de contrôler ce système fermé et avoir ainsi accès à des sujets expérimentaux. Le programme MKUltra a été déplacé hors des laboratoires vers ces systèmes fermés de différents types qui pourraient être manipulés et utilisés pour fournir un grand nombre d'enfants pour les expériences de contrôle mental et les opérations de chantage sans impliquer directement la CIA. Sous-entendu, les réseaux maçonniques recèleraient d'enfants fractionnés, dissociés par les rituels traumatiques. La Canadienne Lynn Moss Sharman, survivante et fondatrice du journal The Stone Angels et porte-parole de HSMC Canada, Advocacy Committee for Human Experimentation Survivor and Mind Control, a déclaré dans une interview avec Wayne Morris en 1998 que la franc-maçonnerie est un dénominateur commun dans les témoignages d'abus rituels et de contrôle mental. Je la cite, « Il y avait des conversations à ce sujet qui ont eu lieu lors des réunions. La crainte concernait cette connexion maçonnique. J'ai mis quelques annonces dans le Globe and Mail à ce propos, ainsi que pour annoncer les conférences à venir. Ces quelques mots qui parlaient de la connexion maçonnique ont généré des appels téléphoniques et des lettres de victimes venant de tout le Canada. Des gens qui se décrivaient eux-mêmes comme des survivants d'abus rituels maçonniques, vivant dans la terreur. C'étaient toujours des filles de francs-maçons du rite écossais ou des filles de Shriners, une branche maçonnique. Des quatre coins du Canada, ces personnes ont commencé à témoigner sur des souvenirs de ce qui pourrait être décrit comme de l'expérimentation sur le contrôle mental. Cela a commencé à se manifester en novembre 1994. Robert Oxnam a siégé pendant plus d'une dizaine d'années à la tête de la prestigieuse institution culturelle américaine, l'Asia Society. Il fait partie de ce qu'on appelle l'élite et côtoyait des gens comme Bill Gates, Warren Buffett, George Bush, etc. Mais il est également multiple, c'est-à-dire que sa personnalité est fractionnée. Il a été diagnostiqué avec un trouble dissociatif de l'identité et a écrit une autobiographie intitulée A Fractured Mind. Il est intéressant de noter que son grand-père n'était autre que Garfield Bromley Oxnam, un important représentant de la communauté protestante américaine, leader de l'American Methodist Church et premier président du Conseil œcuménique des Églises. Le grand-père Oxnam était un ami de l'évangéliste Billy Graham, tous deux militants pour un libéralisme chrétien visant l'établissement d'une religion mondiale, One Church for One World. Selon Fritz Springmeier, Garfield Bromley Oxnam et Billy Graham étaient des francs-maçons d'une 33e degré impliqués dans les pratiques d'abus rituels sataniques et de contrôle mental. Nous avons donc Springmeier, qui affirmait dans les années 90 que le grand-père Oxnam était un haut initié franc-maçon impliqué dans les rituels traumatiques, des allégations jamais prouvées. Puis, une décennie plus tard, en 2006, nous avons son petit-fils, Robert Oxnam, qui révèle publiquement qu'il souffre d'un sévère fractionnement de la personnalité, qui est le symptôme typique des conséquences d'abus rituels traumatiques visant le contrôle mental. N'est-ce pas là une forte indication que les sources de Springmeier sont fiables et que la famille Oxnam pratiquerait ces horreurs sur sa descendance? On peut penser que Robert Oxnam a subi une programmation basée sur les traumatismes. Suite à de brillantes études, il a très vite été mis en avant dans les grands médias et a rapidement obtenu un poste prestigieux et élitiste. Le témoignage de Lynn Brunet est particulièrement intéressant, car elle met le doigt sur la question de la double personnalité des bourreaux qui pratiquent les rituels traumatiques et le contrôle mental sur les enfants. Son père, qui était lui-même franc-maçon et rosicrucien, a abusé d'elle lorsqu'elle était toute petite. Voici quelques extraits de son témoignage. Alors que les années étaient passées, je me suis souvenu des abus sexuels de mon père lorsque j'étais enfant. Je découvrais aussi que les abus sexuels et l'inceste étaient tissés à travers l'histoire de la famille sur au minimum 3 générations. De l'extérieur, ma famille semblait tout ce qu'il y a de plus normal, mais le poids accumulé de cette histoire familiale, chargée de traumatismes et de tensions, était un lourd fardeau à porter pour chaque génération. Au cours de ces dernières années, alors que les énigmes de ma propre expérience étaient résolues, j'ai essayé de leur parler de ce que je me souvenais.
Heureusement pour moi, ma mère a été capable de se rappeler la nuit où mon père m'a violé, à l'âge de 4 ans, et donc de valider les déclarations de sa fille. Cependant, l'abus rituel était au-delà de leur compréhension, ce qui se comprend à bien des égards. En milieu d'année 2004, mon père a commencé à développer la maladie d'Alzheimer. Durant la période initiale des troubles, dans un état altéré de conscience, il a commencé à me parler du côté obscur de son implication maçonnique. Il m'a alors avoué qu'il était au courant de l'existence de certains groupes qui utilisaient les rituels maçonniques dans des contextes de violence pour initier des enfants. Il m'a déclaré: il existe beaucoup de ces groupes, il y a beaucoup de gens qui sont au courant, mais ils n'en parlent pas car c'est embarrassant. Il avait avec moi des alternances de conversations cohérentes dans lesquelles il me parlait de son implication avec d'autres hommes dans ces groupes. Parfois le soir, il parvenait à sortir de la maison de retraite et il se mettait alors à grimper aux arbres, à la manière d'un militaire en mission pour, croyait-il, observer les activités du culte afin de sortir les enfants de la secte. Cette mission stratégique a duré pendant 2 semaines, jusqu'à ce qu'il ait cru avoir récupéré chacun des enfants. Après quoi, il a semblé être très satisfait de ce qu'il avait accompli, et tous les signes de son agitation intérieure se sont calmés. Les mémoires concernant les activités maçonniques irrégulières étaient clairement à attribuer à une certaine partie de son psychisme qui normalement n'est pas accessible à la conscience. Et elle s'était peut-être à ce moment-là entrelacée avec ses expériences de guerre. Il est possible qu'en soulevant cette question-là, j'avais plongé mon père dans un conflit intérieur, ces pertes de mémoire ayant commencé juste après ma confrontation avec lui. Cependant, sa brève période d'honnêteté envers moi a sans aucun doute contribué à un processus de guérison mutuelle. Cette confession, combinée avec la connaissance de l'ordre maçonnique que j'ai pu acquérir, a réorienté mon attention afin qu'elle ne repose plus sur une colère envers l'homme lui-même. Je suis aujourd'hui amené à comprendre les principes qu'il y a derrière ces pratiques magiques séculaires, qui divisent le psychisme de ces hommes en deux, d'une part des citoyens et des hommes dévoués, et de l'autre la plus puérile, absurde et cruelle des créatures humaines. Dr Jekyll et Mr Hyde. Les survivants de contrôle mental rapportent souvent que leurs familles, généralement de rang social élevé, mènent une vie publique tout à fait normale et respectable. Le père de famille ayant une personnalité publique particulièrement adorable, tandis que sommeille en lui une personnalité on ne peut plus sadique et criminelle. C'est le cas de Cisco Wheeler, dont le père, franc-maçon du 33e degré, avait une image extérieure resplendissante, aimant sa famille et faisant du bon travail au sein de l'armée. Mais en privé, il se révélait être un redoutable bourreau pratiquant la programmation mentale par les traumatismes sur sa propre fille. D'après elle, il était lui-même programmé multiple, c'est-à-dire qu'il avait subi des traumatismes dans son enfance qui avaient fractionné sa personnalité. La survivante Brice Taylor rapporte que son bourreau de géniteur avait également une personnalité de façade totalement insoupçonnable. Extérieurement, il se comportait comme un homme charmant. Personne n'aurait pu soupçonner ce qu'il pouvait faire en privé, les tortures qu'il infligeait à ses enfants, afin de les fractionner et de les programmer. Lui-même souffrait de sévères troubles dissociatifs. En matière de double vie maçonnico-schizo, nous pouvons également citer le cas de Jacques Ezel, un notable d'Arras, franc-maçon et membre du Rotary Club, d'apparence respectable, un agent d'assurance prospère qui menait une double vie totalement ignorée de ses proches. Une existence parallèle liée au réseau de prostitution et probablement à l'organisation de ballets roses. Ce n'est qu'à sa mort que sa famille a découvert et compris qui il était vraiment, Dr Jekyll et Mr Hyde. Cependant, l'histoire ne nous dit pas si Ezel souffrait d'un dédoublement de la personnalité, d'un trouble dissociatif de l'identité. Un autre cas d'un notable menant une double vie et ayant vraisemblablement un fractionnement de la personnalité a été rapporté par le docteur Richard Kluft dans son livre Childhood Antecedent of Multiple Personality. Kluft décrit le cas d'un jeune homme de 22 ans qui a été soumis à un examen psychiatrique par un juge. La possibilité qu'il souffrait d'un trouble dissociatif de l'identité avait alors été envisagée. L'homme était poursuivi en justice pour le meurtre de son géniteur. Il a déclaré à la police que son père était un pharmacien réputé, un des piliers de la communauté locale, et que ce dernier était impliqué dans du trafic de drogue et qu'il avait des connexions avec le crime organisé. En se basant sur les déclarations de l'inculpé, de sa famille et de sa femme,
il a été décelé que le père avait très probablement lui aussi un trouble dissociatif de l'identité. Il était décrit comme un homme imprévisible qui entrait dans des rages inappropriées, avec des changements de voix et des comportements inhabituels. L'inculpé, tout comme certains membres de sa famille, ont rapporté que le père agissait comme s'il était deux personnes différentes, affirmant qu'il était à la fois un dealer de drogue et un pilier de sa communauté. C'est-à-dire qu'il avait d'un côté une activité criminelle occulte et de l'autre une façade publique très respectable. Dr Jekyll et Mr Hyde. L'histoire ne nous dit pas s'il était franc-maçon, mais son statut de notable pharmacien, pilier de sa communauté, peut laisser supposer qu'il appartenait à une loge quelconque. La psychiatrie, et en particulier la schizophrénie, semble beaucoup intéresser les fils de la veuve. En 1934, aux États-Unis, le rite écossais de la franc-maçonnerie a rejoint la fondation Rockefeller dans le financement de la psychiatrie génétique et inaugura un programme de recherche sur la schizophrénie. Depuis la création de cette fondation de « bienfaisance », le Scottish Rite Schizophrenia Research Programme, SRSRP, le financement n'a cessé d'augmenter grâce aux contributions des membres de la fraternité maçonnique. Depuis 1934, c'est plus de 15 millions de dollars qui ont été alloués à ce programme de recherche sur la schizophrénie. Le but officiel du programme est de faire progresser la compréhension de la nature et des causes de la schizophrénie. C'est à l'hôpital Sainte-Élisabeth de Washington, D.C., qu'était basé à l'époque le SRSRP, sous la houlette du docteur Winfried Overholser, un franc-maçon membre important de l'Association américaine de psychiatrie et lié aux expériences de manipulation mentale de l'armée américaine. L'hôpital Sainte-Élisabeth étant connu pour avoir plus tard hébergé des expérimentations sur le contrôle mental de la CIA, c'est-à-dire le MK-Ultra. Les donations de la franc-maçonnerie pour l'étude de ces troubles psychiques sont attribuées pour des projets clairement définis, c'est-à-dire qu'il y a une orientation, plutôt que pour un soutien général des laboratoires. Un de ces projets était de financer le psychiatre eugéniste Franz G. Kallman pour qu'il mène une étude sur 1000 cas de schizophrénie dans le but de mettre en avant le facteur héréditaire de la schizophrénie. L'étude de Kallman a été publiée simultanément aux États-Unis et en Allemagne nazie en 1938. De nos jours encore, certains spécialistes publient des études affirmant que la schizophrénie est d'origine génétique, chose que réfute totalement le docteur Colin Ross en démontrant la malhonnêteté de ces études scientifiques. Le fait d'affirmer que la schizophrénie a une cause principalement génétique permet d'évincer toute cause environnementale, notamment les traumatismes sévères de la petite enfance. Et comme nous allons le voir, la schizophrénie est aujourd'hui une sorte de tiroir fourre-tout masquant la réalité du trouble dissociatif de l'identité. Schizophrénie et trouble dissociatif de l'identité sont en effet intimement liés. Au niveau phénoménologique, il existe un chevauchement important entre les symptômes des troubles dissociatifs, particulièrement du TDI, et la schizophrénie. Une étude a montré qu'un groupe de patients diagnostiqués avec une schizophrénie par un psychiatre ou un psychologue, auquel vous faites passer un entretien standardisé lié aux symptômes dissociatifs, a montré que 35 à 40% de ces patients, censés être schizophrènes, en ressortiront avec le diagnostic de troubles dissociatifs de l'identité. Inversement, dans un groupe de patients diagnostiqués avec un TDI, auquel vous faites passer un entretien lié aux symptômes schizophréniques, les 2/3 ressortiront avec un diagnostic de schizophrénie. Un groupe de 236 patients souffrant d'un TDI a montré que 40,8% d'entre eux avaient reçu auparavant un diagnostic de schizophrénie. Une étude menée avec la Dissociative Experience Scale a montré que 21% des patients psychiatriques hospitalisés et 13% des patients psychiatriques non hospitalisés présentent un score dissociatif supérieur au seuil pathologique. Ils en concluent que les troubles dissociatifs sont encore nettement sous-diagnostiqués. Dans une étude intitulée Dissociation and Schizophrenia, parue en 2004 dans le journal Trauma and Dissociation, le Dr Colin Ross et le Dr Benjamin Case ont évalué les symptômes dissociatifs dans un groupe de 60 individus traités pour une schizophrénie. Ils ont trouvé que 36 sujets présentaient des caractéristiques dissociatives importantes, soit 60% de leur échantillon. Ces symptômes dissociatifs étaient accompagnés d'un taux élevé de traumatisme dans l'enfance, ainsi que d'importants troubles tels que la dépression,
le trouble de la personnalité limite, borderline ou encore le TDI. Que ce soit dans le cas du TDI ou de la schizophrénie, la dissociation est quelque chose de sous-jacent, tout comme l'origine traumatique de ces troubles de la personnalité. En dépit des études qui ont clairement montré le lien entre troubles psychotiques et troubles dissociatifs, on remarque un fort déclin de l'utilisation du diagnostic de troubles dissociatifs. Ce déclin s'expliquerait notamment par l'introduction du terme schizophrénie pour décrire les patients montrant ce type de symptômes. Entre 1911 et 1927, le nombre de cas rapportés de personnalités multiples, aujourd'hui nommés troubles dissociatifs de l'identité, a diminué de près de la moitié suite au remplacement du terme démentia précox par schizophrénie, par le psychiatre suisse Eugène Bleuler. Le docteur Rosenbaum explique cela en détail dans son article « The role of the term schizophrenia in the decline of diagnosis of multiple personality », le rôle du terme schizophrénie dans le déclin du diagnostic de la personnalité multiple. Dans Oxford Textbook of Psychopathology, Paul Blanet nous apprend qu'une recherche sur PubMed liée à la schizophrénie génère un résultat de 25 421 articles, tandis qu'une recherche liée au TDI ne donne que 73 publications. Depuis plus de 80 ans, la franc-maçonnerie a investi des millions dans la recherche sur la démentia précox, dite schizophrénie, qui, comme nous venons de le voir, est bien souvent causée par de sévères troubles dissociatifs. Pour quels résultats thérapeutiques? Le patient diagnostiqué de nos jours avec une schizophrénie se retrouve sous une lourde médication chimique au profit des laboratoires pharmaceutiques. Le pouvoir décisionnel des hautes loges maçonniques n'en a que faire du bien-être des schizophrènes. Par contre, lorsque l'on sait que la schizophrénie est liée à bien des égards aux troubles de la personnalité multiple, ou troubles dissociatifs de l'identité, voire à la possession, dont sont atteints la plupart des survivants d'abus rituels et de contrôle mental, on commence à comprendre l'intérêt du lobby maçonnique à y investir pour contrôler et orienter les recherches dans ce domaine, notamment celles qui évincent le diagnostic de TDI au profit de schizophrénie, ainsi que toute origine traumatique au profit d'une origine uniquement génétique. Pour conclure, voici une citation de Mark Phillips. « À ce jour, ni l'American Psychiatric Association ni l'American Psychological Association n'ont publié de modèle de développement d'un protocole thérapeutique efficace sur les troubles dissociatifs, considérés comme résultant de traumas répétés. Un certain nombre de facteurs rendent le développement d'un tel modèle difficile. Le premier de ces facteurs concerne le secret que la sécurité nationale applique aux recherches classifiées sur le contrôle de l'esprit. Dans le climat actuel, adresser des victimes du contrôle de l'esprit à des professionnels de la psychiatrie pour un traitement équivaudrait à confier un patient nécessitant une opération d'urgence à un chirurgien auquel on aurait bandé les yeux et passé des menottes. Ce qui nous permettrait peut-être de jeter les bases d'une explication serait d'identifier qui, au sein de notre gouvernement, aurait intérêt à bloquer les cruciales découvertes de la recherche médicale et autres informations d'ordre technologique vis-à-vis des professions psychiatriques. Passant à l'étape suivante, et vous procurant alors un exemplaire de l'Oxford Companion to the Mind, Oxford Press 1987, du professeur de faculté, vous pouvez pratiquement y trouver tout ce qui concerne les recherches sur l'esprit, sans la moindre référence au contrôle de l'esprit. Peut-être aurez-vous maintenant le loisir de réaliser à travers les omissions des Random House, Webster et autres Oxford Press que vous êtes victime du contrôle de l'information.